L'Europe est en crise, elle est au bord du gouffre. L'Europe est en crise pour deux raisons. D'une part, il y a l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis et vous avez vu toutes les difficultés qu'a actuellement l'Europe pour arriver à peser face à Donald Trump. Mais en plus, il se passe des choses à l'intérieur même de l'Europe. Vous avez les nouvelles élections allemandes, des élections allemandes qui ont complètement changé le paysage politique allemand et qui risquent d'avoir d'énormes répercussions, y compris sur la France. Et puis enfin, vous avez, avec la guerre en Ukraine et l'intervention de Donald Trump de manière très forte en Ukraine, eh bien, vous avez un essai de créer une Europe de la défense et surtout de créer encore énormément de dettes. Et pendant que ce changement international se fait, ce bouleversement international se fait, eh bien, on voit qu'en France, on n'a pas perdu les bonnes vieilles habitudes, puisque la France vient de voter, enfin l'Assemblée nationale vient de voter un nouvel impôt. Ça nous manquait, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas voté un nouvel impôt, un impôt de 2% sur les ultra riches, tous ceux qui possèdent plus de 100 millions d'euros. Et on verra si cet impôt sur les ultra riches va enfin sauver notre pays, sauver nos dépenses publiques, ou est-ce qu'il va ne faire que amplifier nos problèmes et nous rendre encore plus pauvres? Alors, pour parler de tout ça, eh bien, j'ai invité deux rédacteurs en chef des publications Agora, Philippe Béchade et Étienne Henry. Philippe Béchade, Étienne Henry, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes tous les deux rédacteurs en chef aux publications Agora. Et d'ailleurs, j'en profite pour souligner un guide qui a été fait par les publications Agora et qui fait sens par rapport aux nouveaux impôts français. C'est un guide qui s'appelle 2025, faillite de la France, comment faire face à la taxflation, les hausses d'impôts, les solutions pour se protéger. Donc là, vous avez, si vous êtes inquiet comme moi par les impôts français nouveaux, passés, présents et futurs, je dirais, c'est un excellent guide qui peut vous permettre vraiment de vous sauver. C'est téléchargeable gratuitement. Le lien est dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas. Mais on va pouvoir démarrer. Alors déjà, bonjour à tous ceux qui sont là. Bonjour à tous, à ceux qui sont dans le direct. N'hésitez pas à poser des questions à Philippe Béchade, à Étienne Henry ou à moi-même sur les différents sujets qu'on va aborder. Puis pour tous ceux qui nous regardent en différé, bonjour, bonjour aussi. Alors, on va démarrer en fait avec les élections allemandes. On a eu donc des élections allemandes qui viennent juste de s'écouler, là, dimanche dernier, avec quand même de très très gros changements puisque le Parti socialiste de Olaf Scholz s'est fait virer à coups de pied dans les fesses et a perdu énormément au cours de ces élections, qu'on a vu revenir la droite modérée aux affaires, avec quelqu'un d'assez nouveau finalement, qui n'a jamais été ministre et qui arrive directement chancelier. Et on a vu aussi une énorme poussée de l'AfD, de l'extrême droite. Donc, on a un contexte allemand qui va beaucoup changer. Et la question, c'est comment, en fait, ce changement en Allemagne, comment cette nouvelle donne allemande va redéfinir les ambitions économiques de l'UE, qu'est-ce que ça va donner par rapport à la France? Je vois notamment de mémoire que l'un des buts du nouveau chancelier, c'est de baisser massivement les impôts pour les entreprises et d'être massivement pro-business. À un moment où nous, on augmente les impôts pour les entreprises et où on peut dire, et les riches, hein, parce que après tout, il faut quand même fouetter le riche, et où on est, il me semble, assez anti-business, même si on dit le contraire. Donc, Philippe, vous voulez peut-être commencer par donner votre avis sur ce point-là? Écoutez, je prends donc la question. Alors, qui est Olaf Scholz? Qui est Friedrich Merz? Oui. En fait, ce sont les deux faces d'une même pièce, c'est-à-dire Young Leader, Forum de Davos. C'est le même scénario qu'au Royaume-Uni.
vous prenez Boris Johnson ou Rishi Sunak, donc un petit peu la droite conservatrice britannique, vous prenez Keir Starmer, eh ben vous êtes toujours avec un pion du World Economic Forum. Et comme tu disais, Monsieur Friedrich Merz a l'air de sortir un peu de nulle part, on ne le connaissait pas, mais tout comme Emmanuel Macron, parvenu au pouvoir par la magie de son relationnel au sein du World Economic Forum. Donc on voit qu'en Europe, il y a quand même une espèce de tropisme World Economic Forum. Et si M. Macron n'y a jamais exercé vraiment de responsabilité, il a juste été un young leader. En revanche, M. Merz est un administrateur ou a été un administrateur du WEF. Voilà, je dis ça, je dis rien. Bon, en ce qui concerne les impôts, oui, effectivement, 2 salles, 2 ambiances, puisque M. Merz envisage de réduire, si possible, l'impôt sur les sociétés. Bon, nous, on pense à surtaxer les boîtes qui font plus de 3 milliards de chiffres d'affaires, surtaxer les riches. Et la grande question que se pose aujourd'hui, non seulement l'Allemagne, mais les créanciers de l'Europe, c'est est-ce que l'Allemagne va accepter la relance de l'économie par la dette, ce que l'Allemagne s'interdit en fait depuis 2009. On ne doit pas imprimer un euro-marque de plus que ce que l'on espère récolter à la fin. Et là, ça changerait effectivement pas mal de choses, puisque là, d'un seul coup, alors là, la France et l'Allemagne redeviendraient un peu plus compatibles, on va dire. Bon, je me permets, pardon, Philippe, je me permets juste de vous arrêter une seconde, parce que là, il y a un commentaire ça m'était sorti de la tête, mais effectivement, grâce à la SACEM, maintenant, on va aussi avoir une taxe sur les funérailles. C'est-à-dire que quand on va se faire enterrer, on va avoir la bonne surprise, nos héritiers vont avoir une bonne surprise de recevoir une nouvelle taxe à payer sur la musique qui sera diffusée à nos funérailles. C'est beau comme l'antique. Un jour, un impôt en France. Les héritiers de Mozart vont être très très heureux de toucher encore des royalties sur le Requiem. Bon, non, mais on est en Europe dans le délire de la taxe, de la norme, etc. Bon, pour en terminer et passer la parole à Étienne. Donc, oui, le grand enjeu, c'est est-ce que l'Allemagne, avec ses objectifs de muscler sa défense, puisque là, il s'agit simplement de quadrupler le budget consacré à la défense pour le plus grand bénéfice de Rheinmetall. Si c'est la voie que choisit l'Allemagne, c'est peut-être quand même une bonne nouvelle pour nous autres, les Français. Mais attention, en Allemagne, il y a une Cour suprême qui pourrait très bien dire Nein, on ne touche pas à ces bons principes de saine gestion. D'accord. Donc, on a quand même, voilà, bon, on a deux salles, 2 ambiances, mais ce qui m'a inquiété beaucoup, c'est quand vous avez dit en tout début qu'en fait, on se retrouvait à peu près avec les mêmes. En fait, c'était les 2 faces d'une même pièce, quoi, que ça ne changeait pas tant que ça. Effectivement, je n'avais pas fait le rapprochement avec Emmanuel Macron sur le fait qu'on ne connaissait pas Emmanuel Macron avant qu'il débarque comme ministre de l'économie chez François Hollande et que juste après, il soit propulsé président. Et effectivement, là, on a encore un inconnu qui arrive en Allemagne. C'est très surprenant. Et qui trahit évidemment immédiatement sa parole, puisqu'il a été élu un petit peu sur la promesse qu'il allait se montrer un petit peu plus vigilant sur la surveillance des frontières, bon, ce qui lui a permis en fait de piquer des voix à l'AfD, parce que cette promesse d'être plus vigilant, bon, les Allemands sont quand même assez modérés, franchir le pas de l'AfD. Bon, si un gars, un bon centriste qui vous dit alors maintenant, je vais surveiller un petit peu, on va mettre le holà au flux des migrants, et puis arriver au pouvoir, sa première déclaration est de dire ah mais il n'a jamais été question de durcir les contrôles aux frontières.
Oui, oui, j'ai vu qu'il y a une petite révolte là-dessus en Allemagne actuellement. Bon, ceci dit, Emmanuel Macron a toujours été élu en nous promettant 100% des OQTF réalisés. Après, si les gens arrivent à le croire, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez? Il y a un moment. Bon, et donc, Étienne Henry, qu'est-ce que vous en pensez de ce changement politique en Allemagne? Oui, bah, il y a deux aspects. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, je pense sur l'aspect monétaire, impression d'euros et réouverture de la planche à billets, on en parlera quand on parlera de la défense, parce que c'est la même chose. Euh, il y avait aussi la question de quel est l'objectif de l'Europe, que je reformulerai à qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant avec ce nouveau tandem franco-allemand qui, comme le disait Philippe Béchade, se ressemble beaucoup quand même à la tête des États. Et moi, ce qui m'interpelle et ce que je surveille avec beaucoup d'attention, c'est qu'est-ce qui va se passer par rapport à la position de l'Europe vis-à-vis de la Russie et des États-Unis. Parce que si on se retrouve à avoir un nouveau couple fort franco-allemand qui décide qu'on peut se fâcher avec les États-Unis, on va se retrouver quand même dans une situation où on est fâché à l'Est et on est fâché à l'Ouest. On a vu ce que ça a donné en 2022 quand on s'est dit qu'on pouvait se fâcher avec la Russie pour des questions énergétiques. On a vu les conséquences que ça a eu, notamment sur l'industrie allemande. L'industrie lourde d'énergie hors allemande, c'est moins 20% depuis l'année de référence 2021 et ça n'a jamais rebondi depuis. On n'est plus dépendant du gaz russe, quasiment plus. Maintenant, on est dépendant du gaz américain et du gaz du Qatar. Alors, on peut se fâcher avec les Américains, on aura de moins en moins d'énergie, on aura de moins en moins d'industrie. Donc, si le tandem franco-allemand décide qu'on peut, pour des raisons géopolitiques, se fâcher avec Washington et qu'on reste campé sur nos positions et qu'on va au conflit, il y aura des conséquences économiques extrêmement fortes. Et quand on a des pans entiers de l'industrie qui baissent de moins 20%, c'est un crack économique majeur. Et on en a déjà eu un il y a 3 ans. Et ils vont s'additionner. Donc pour moi, c'est vraiment ça qu'il va falloir surveiller sur l'aspect stratégique, géopolitique. Ça, je pense que Philippe Béchade a aussi des petites idées là-dessus. Avec qui on s'allie? Alors, est-ce que si on se fâche avec la Russie et les États-Unis, est-ce qu'on va se mettre à s'allier avec la Chine? Pourquoi pas, sur un billard à deux bandes. Mais à court terme, clairement, la géopolitique qui se dessine là, elle peut être très compliquée pour notre industrie lourde. Et après, sur l'aspect monétaire, on embrayera dessus quand on parlera de défense, parce qu'on va rentrer, je pense, dans une phase de grand n'importe quoi. Mais je crois qu'on est tellement mal sur l'industrie lourde qu'il y a actuellement des discussions au niveau européen sur comment sauver le métal en Europe. C'est-à-dire que on se On ne peut pas demande si on va sauver faire le un métal grand plan aujourd'hui. au métal. Sans énergie, on ne fait pas de métal, on ne fait pas de chimie, on ne fait pas d'engrais. Donc, soit on considère effectivement, on fait du rationnement pour permettre à nos usines de tourner avec des kilowattheures pas chers, que ce soit de l'électricité ou du gaz, peu importe. Et dans ce cas-là, on prive le reste des agents économiques d'énergie. On peut faire ça. Ou alors, on ferme tout. Et je rappelle qu'ArcelorMittal, quand le PDG de la version France s'est exprimé devant l'Assemblée il y a quelques semaines, a dit qu'il ne voyait pas la survie à court terme des sites européens. Oui, c'est ça. Non, mais on a un PDG d'industrie qui dit qu'il ne voit pas la survie de ces sites. Il ne voit pas comment faire. Et je voyais aussi, j'ai vu, même chose, une audition devant le Sénat du patron de la chimie française, en fait, ceux qui représentent les chimistes français, qui disaient qu'un quart des chimistes, un quart, avaient déjà quitté la France. Quoi. Ça devenait, mais vraiment la fuite. Et lui-même se présentait, donc lui, il avait une grosse PME, une ETI, et il disait, bon, j'ai eu le choix entre construire mon truc de chimie à Dunkerque ou à Memphis. Dunkerque, il me fallait 18 mois pour avoir les autorisations. Alors, il parlait de l'électricité qui était 2 fois plus chère en France par rapport au Canada. Il parlait du gaz qui était 7 fois plus cher en France qu'au Canada. Il disait en plus à Dunkerque, il me fallait 18 mois pour avoir les autorisations et après, j'allais avoir les écologistes sur le dos. Et à Memphis, c'était 2 mois. Je vous laisse imaginer où j'ai construit mon usine. Mais c'est catastrophique. On est vraiment. On voit la chimie qui est très consommatrice d'énergie, le métal qui est très consommateur d'énergie. Toutes ces industries sont en train de partir, mais en courant, quoi. Ça devient. Et pour reprendre ce que vous disiez, Arcelor devait construire quelque chose à Dunkerque, qui avait pour 1 milliard de construction, alors 800 millions d'argent public, mais quand même 1 milliard de construction à Dunkerque. Ils ont abandonné le truc et ils ont dit qu'ils allaient le construire aux États-Unis. Donc, il y a vraiment une fuite de nos entreprises. C'est vraiment impressionnant. Oui, et puis comme vous le dites, c'est même le fonctionnement qui n'est plus possible en Europe. Même quand on ne paye pas les CAPEX,
que c'est l'argent public qui régale les usines. Même comme ça vaut pas le coup. Donc ça pose quand même question sur les investissements. Ah oui, ça devrait un vrai souci. Mais alors du coup, on a une Europe qui se pose de grosses questions sur, sur son avenir et notamment sur sa défense et sa relance industrielle. Donc la relance industrielle, j'en ai un tout petit peu parlé, puisqu'on est en train de se demander s'il faut faire du métal en Europe. Mais bon, moi j'aimerais savoir comment on fait du métal avec des éoliennes. Hein. Ça, pour moi, ça me paraît, ça paraît complètement délirant. Hein. Il faut, faut de l'énergie, hein, mais bon, voilà. Donc on est en train de se demander comment relancer l'industrie en Europe et puis surtout l'industrie de la défense, puisqu'il y a, on s'aperçoit que nos alliés américains commencent à dire qu'ils vont laisser tomber l'OTAN. Ils commencent à dire, écoutez, nous, la garantie vis-à-vis de l'Ukraine, enfin, on veut la paix en Ukraine, on veut régler le problème, on veut se barrer, en récupérant toutes les terres rares au passage pour se rembourser de l'argent qu'on a mis. Nous, en Europe, on a perdu le fric, c'est terminé. Et enfin, c'est pas dit comme ça. Hein. On a encore un président qui nous dit que non, c'était des prêts. Tu parles Charles. Et donc, l'Europe, elle, est sur l'idée de, on va essayer de relancer les choses, mais avec un grand emprunt. Philippe, est-ce que vous croyez à cette histoire de grand emprunt européen qui va nous sauver, qui va nous relancer industriellement ou même à l'Europe de la défense en fait? Est-ce que ça vous semble quelque chose de crédible, l'Europe de la défense et le grand emprunt pour la relance industrielle? En fait, l'idée, elle est dans l'air depuis février 2024. Et je rappelle qu'à l'époque, c'est Bruno Le Maire hein, qui l'évoque. À l'époque, on commence à comprendre que le budget voté à coup de 49.3, enfin adopté plutôt, imposé, 21 49.3 par Elisabeth Borne, ce budget est complètement bidon. C'est-à-dire que les hypothèses de recettes fiscales étaient complètement fantaisistes, pour ne pas dire complètement fallacieuses. Très très vite, on comprend que c'est pas notre voisin allemand qui va nous aider à relancer la machine, parce que l'Allemagne s'enfonce dans la récession pour les raisons que nous venons d'évoquer. Et donc, Bruno Le Maire lâche cette idée d'un grand emprunt européen destiné à soutenir les entreprises, hein, parce qu'évidemment, il ne s'agissait pas de dire qu'on bouchait les trous, il fallait annoncer qu'on soutenait les entreprises. Et puis très vite, on comprend, comme on est toujours plus ou moins en guerre par proxy avec la Russie, ça serait quand même pas mal si on priorisait un petit peu les entreprises qui ont un lien avec la défense. Vous avez ensuite M. Mario Draghi qui rebondit là-dessus et qui parle, lui, d'un grand emprunt européen de 800 milliards. Alors, 800 milliards, ça semble répondre à ce grand emprunt de 780 milliards qu'avait lancé Paulson après la faillite de Lehman et d'AIG aux États-Unis. Vous voyez 800 milliards, ça avait un peu plus d'allure que le plan à 200 milliards de Bruno Le Maire. Mais en réalité, ce qu'on comprend bien, c'est que tous les pays européens, et notamment l'Allemagne et la France, étaient complètement aux abois en termes de croissance et en termes de réalisation de leurs objectifs budgétaires. Donc, quelle part de ces emprunts serait consacrée à sauver des entreprises d'État qui ne fonctionnent pas très très bien, parce que je rappelle qu'en Allemagne, il y a des entreprises qui ont été quelque part nationalisées. Hein. En France, c'est un petit peu moins le cas. Mais quelle part de ces grands emprunts destinés à sauver ce qui peut encore l'être, et quelle part consacrée effectivement, je ne sais pas, à développer de nouvelles technologies comme la fission nucléaire, l'intelligence artificielle. En France, il est clair que tout ce que l'on emprunte et tout ce que l'on ponctionne, ça sert à boucher les trous. Et on a une imagination sans borne
pour trouver un moyen de ponctionner, et il n'y a jamais la moindre suggestion pour boucher les trous, arrêter les gaspillages, arrêter de distribuer de l'argent à des pays étrangers ou en voie de développement qui ne passent même pas un contrat avec nous et s'empressent même de contracter avec soit la Russie, soit avec les États-Unis, sans parler des incroyables gaspillages en France avec nos agences d'État, nos commissions d'experts, nos ONG, enfin voilà. Donc, emprunter de l'argent, si c'est pour à nouveau boucher les trous, on n'avancera pas, évidemment. Alors, le grand emprunt européen, par contre, sous la supervision d'Ursula von der Leyen, alors peut-être qu'effectivement, ça peut servir à muscler notre défense. Et j'en termine juste alors en 10 secondes. Les États-Unis abandonner l'OTAN, se désengager du financement de l'OTAN, oui. Ne plus avoir leur mot à dire et ne plus contrôler tout ce qui s'y passe, non. Mais ce que je ne comprends pas sur le grand emprunt, enfin ce que je ne comprends pas, non, c'est ce qui m'énerve le plus sur ce grand emprunt, c'est qu'on se casse on se casse les genoux. C'est-à-dire qu'on fait en sorte d'avoir une énergie extrêmement chère, alors qu'on avait l'énergie la moins chère, enfin notamment la France, l'énergie la moins chère du monde quasiment, et on savait avoir une énergie pas chère. On a tout fait pour avoir une énergie extrêmement chère. Mais je le disais, 2 fois plus cher. L'électricité est 2 à 3 fois plus chère par rapport aux États-Unis et au Canada. Et notre gaz est 5 à 7 fois plus cher que les États-Unis et le Canada. Donc, on a une énergie extrêmement chère. On a des impôts de folie furieuse, mais vraiment de folie furieuse, notamment en France, surtout en France, de folie furieuse sur les entreprises. Et derrière, on nous dit on va emprunter de l'argent pour aider les entreprises. Mais si vous ne mettez pas des impôts de folie furieuse et si vous avez une énergie juste au prix où on pourrait l'avoir, notamment en France, vous n'avez pas besoin d'aider les entreprises, vous les laissez se démerder. C'est-à-dire que ce que je ne comprends pas, c'est cette volonté, d'un côté, de tuer les entreprises. Je reprends un exemple là, qui me vient à l'esprit, c'est l'industrie automobile. On a la meilleure industrie automobile du monde. Du monde. On fait peur à Donald Trump avec nos BMW. Et je parle de l'Europe, évidemment, BMW n'étant pas français. Ceci dit, il n'y a plus de marque française en dehors de Renault, puisque les autres sont italiennes maintenant. Mais on fait peur à Donald Trump avec BMW. On a la meilleure industrie du monde. On va la flinguer en disant tout le monde est électrique en 2035. Résultat, les Chinois nous piquent toutes les parts de marché qu'il faut. Et après ça, on se dit, tiens, il faudrait qu'on fasse un grand emprunt pour aider les entreprises d'automobiles. On a les fonderies du Nord ou de Bretagne, les fonderies de Bretagne, 300 salariés qui vont fermer. Pourquoi ils vont fermer? Parce qu'ils font des pièces de fonderie qui sont des pièces pour les moteurs thermiques. Et au moment où ils ferment, vous avez tous les écologistes qui disent non, mais c'est pas normal de fermer les fonderies de Bretagne, il faut continuer à leur acheter leurs pièces de moteur. Oui, sauf que c'est des moteurs thermiques, vous voulez plus qu'on en fasse. Donc, on ne va pas acheter des pièces de moteurs thermiques juste pour les entreposer dans un hangar. Donc, en fait, on passe notre temps à massacrer par des règlements débiles, par des impôts et par une énergie trop chère nos industries. Et après, on veut faire un grand emprunt qui va coûter 800 milliards, dont une bonne partie sera détournée par les copains des gens au pouvoir. On va faire un grand emprunt qu'il va falloir rembourser, qui va nous coûter les yeux de la tête et qui ne servira qui ne sera qu'un cautère sur une jambe de bois. En tout cas, c'est mon avis. Je ne comprends pas cette façon de raisonner et elle m'énerve, vous pouvez le sentir à ma voix, mais ça m'agace parce que tout ça pourrait se résoudre sans emprunter et juste en foutant la paix aux entrepreneurs. L'IA, dernier exemple, après je passe la parole à Étienne Henry, mais quand je m'énerve, il faut que je me défoule. L'IA, on dit qu'on va emprunter, on va mettre de l'argent dans l'IA. Mais vous venez de réglementer l'IA. L'Europe était toute contente avec Thierry Breton d'être la première à mettre une réglementation sur l'IA. Résultat, on n'a que des IA qui ne marchent pas. On en avait une qui marchait. Une nom d'un chien, Mistral qui marchait.
elle marchait bien, elle est devenue une boîte qui vaut plusieurs milliards. Résultat, le patron de Mistral vient de dépasser les 100 millions d'euros de possession. Il possède plus de 100 millions d'euros maintenant, rien qu'avec les actions qu'il a chez Mistral. Qu'est-ce qu'on fait? On va le taxer en France en disant on va te prendre 2% de Mistral tous les ans. On va te prendre 2% de ton patrimoine à toi tous les ans. Il va falloir que tu vendes des parts de Mistral. Et j'entends des soi-disant économistes qui disent bon, il faudrait réfléchir à ne pas le taxer pour qu'il ne soit pas obligé de payer en monnaie les 2% qu'on va lui prendre. Par contre, on pourrait l'obliger dans ce cas à payer en part sociale. C'est-à-dire qu'il donnerait directement ses actions Mistral à l'État. Et on se dit, mais vous voulez le faire fuir. En fait, le but, c'est de le faire partir le plus vite possible. Oui, on lui dira bon vent. Mais c'est incroyable, incroyable. On en a un qui réussit malgré tous les boulets qu'on lui a mis au pied. On en a un qui réussit et hop, on essaie de le taxer. On se dit, mais ce monde est... Enfin, donc voilà, je laisse la parole à Étienne avant de trouver un autre exemple. Mais j'en ai marre de voir à quel point on se suicide et qu'après, on va faire des grands emprunts qui vont nous coûter un fric monstre, qui vont augmenter les impôts de tout le monde. Tout ça pour... Et sans régler vraiment le problème, puisqu'on voit que notre PIB a complètement décroché par rapport aux États-Unis depuis 2008 à peu près. Donc, c'est incroyable. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que ces grands emprunts, comme vous dites, qui semblent complètement opposés avec une stratégie industrielle qui serait courageuse ou même réaliste, c'est la conséquence. C'est qu'on a tué notre tissu économique, on arrive au bout de notre système social, on arrive aussi au bout de l'Union euro, hein, on l'a vu là depuis plus de 15 ans maintenant, et on est obligé, comme disait Philippe, de boucher les trous. Alors, on va peut-être discuter des impôts parce qu'effectivement, c'est un sujet intéressant et l'idée de taxer en nature le capital des entrepreneurs, ça ouvre une boîte de Pandore qu'on n'avait pas vue depuis l'arrivée des économies soviétiques. Bon, ça vaut peut-être le coup qu'on en parle sur quelques minutes, mais juste pour finir sur l'histoire du grand emprunt pour l'armement, pour ceux qui se souviennent, la crise grecque, quand il a fallu sauver la zone euro, c'était ambitieux quand même, il y avait de l'enjeu, on a mis 100 milliards sur la table. Quelques années plus tard, en 2015, ça ne suffisait pas, on était en déflation, on a fait le quantitative easing de la BCE, on a mis 220 milliards sur la table. Ça, c'est quand on a commencé le QE. En 2019, quand on a arrêté le QE, les 220 milliards, ils s'est transformés en 830 milliards. Donc déjà x4. On avait changé d'échelle, on avait quasiment fait 1 x 10. Hein. Ça, on a arrêté en 2019. En 2020, pas de bol, la pandémie, ce n'est pas de notre faute. On a mis 750 milliards sur la table. Sauf qu'en 2 ans de pandémie, les 750 milliards, ils sont devenus 2000 milliards d'euros. Mais on ne pouvait pas prévoir, c'était une pandémie. Là, maintenant, il y a une guerre. On ne peut pas prévoir. On va mettre 800 milliards sur la table pour commencer. Donc, en fait, on est dans une augmentation exponentielle de cette impression monétaire qui dit des fois et des fois pas son nom, tout simplement parce que la zone euro ne peut pas faire autrement. Il faut sauvegarder l'équilibre entre les membres de l'eurozone. Il faut que les États puissent boucler leur budget avec de l'argent qui ne sont pas. Donc, on fait de plus en plus d'impression monétaire avec des raisons qui collent à l'actualité, mais qui ne sont jamais la raison de fond. Mais ça, c'est plutôt, à mon sens, un symptôme du fait qu'on n'arrive plus à maintenir notre système sur son fonctionnement actuel. Et quand ça ne marche plus, on fait la solution de dernier recours, qui est de faire des impôts annoncés, mis au grand jour, mais qui aujourd'hui ne sont bien sûr que pour les méchants ultra-riches, avant d'être demain pour les méchants riches, et puis après-demain pour les méchants actionnaires, parce que c'est connu, les actionnaires sont aussi des riches méchants. D'où donc ces projets de taxation. Oui, on ne s'en sort pas, quoi. Je n'avais pas réalisé, là, vous avez bien remis les choses en perspective, je n'avais pas réalisé qu'on était cet enchaînement d'emprunts sous divers prétextes depuis la crise de subprime. C'est incroyable. Et alors, vous mentionnez le coût des 2%. Donc, taxer les ultra-riches, tout le monde est d'accord, tous ceux qui ne sont pas les ultra-riches. Taxer maintenant l'appareil productif, parce qu'il y a quand même une différence avec l'ancien ISF. Hein, c'est quand on commence à taxer le patrimoine, y compris le patrimoine professionnel, on va vraiment taper dans l'appareil productif français. 2% par an, c'est relativement indolore, hein, c'est le seuil d'inflation que vise la BCE, donc c'est un impôt que les gens sont prêts à payer sans tout brûler dans la rue. Si vous faites ça sur le capital des entreprises, en 20 ans, l'État a récupéré 50% de l'appareil productif français. Et en 36 ans, la totalité. Ouais, c'est une décroissance exponentielle, donc ils n'auront jamais la totalité, mais en tout cas, à l'échelle d'une carrière, ils arriveront à récupérer la moitié, les 3/4 du capital productif. Et c'est une nationalisation de l'économie, qui ne dit pas son nom, mais c'est ça, quand on prend les actions des entreprises. Et en plus de ça, c'est d'autant plus idiot que ça n'offre pas de marge budgétaire à l'État, cette taxation des hauts patrimoines. Les riches, les ultra-riches, ce n'est pas l'oncle Picsou avec ses pièces dans son coffre.
c'est du patrimoine qui est en action, alors qu'il y a une valeur qui est soumise au marché. Bon, la valeur, elle change. Mais la réalité tangible de ces actions, c'est des parts d'entreprises productives. Donc, si l'État les confisque, il ne fera pas plus avec. Au mieux, il ne fera pas pire, et les boîtes continueront à travailler. On sait d'expérience que l'État gestionnaire est mauvais, mais s'il ne fait rien et qu'il laisse les entrepreneurs bosser, au mieux, il récupérera les fruits de la croissance. Mais les fruits de la croissance des entreprises, en France, on les taxait déjà. Donc, ça ouvrira 0 marge budgétaire à l'État. Ça fera grossir son patrimoine, ça empêchera les gens d'avoir envie d'entreprendre, ça oui, mais ça n'offrira pas 1 euro de marge budgétaire supplémentaire. Non, puis surtout, enfin, les entrepreneurs n'accepteront pas se dire que tous les ans, juste pour faire plaisir à l'État et payer mon impôt, je vais donner 2% de ma boîte, enfin de mes parts dans la boîte à l'État. Déjà, les gens sont en train de se barrer, mais alors là, ils vont partir à une vitesse. On imagine bien Bernard Arnault donner 2% de ses parts LVMH tous les ans à l'État pour faire plaisir à l'État français. Il n'y a vraiment aucune chance, mais aucune chance que ça arrive. Pour les boîtes cotées, il ne faut pas oublier que si on veut une taxation en numéraire, et donc pas en part sociale, de récupérer 2% de la valeur d'une boîte par an, c'est pour la boîte avec la friction fiscale et sociale, c'est sortir 4% de la valeur de l'entreprise qui vont à 100% dans les poches de l'État. La renta des boîtes du CAC 40, c'est cet ordre de grandeur. Parce que si vous voulez avoir 2% taxés en euros à verser au trésor public, il faut que la boîte, elle sorte 4% de ses comptes. Ça va poser des contraintes sur les boîtes françaises absolument insurmontables. Mais comment, alors, quel est enfin, je sais pas la solution, mais moi, j'ai l'impression, enfin, c'est horrible, mais j'ai l'impression de ne voir aucune solution en Europe. C'est-à-dire que l'Allemand qui vient d'être élu, en fait, à peine élu, commence à dire oui, c'est vrai, pendant mes. Enfin, commence à dire bon, j'avais dit que j'allais freiner l'immigration, j'avais beaucoup sous-entendu en tout cas, mais finalement, je ne le ferai pas. Personne ne veut baisser l'immigration en Allemagne, a-t-il dit. Je ne sais pas d'où il a sorti ça. Et il nous dit je vais absolument donner de l'argent, enfin, rendre mon business plus compétitif, mon entreprise plus compétitive, mais de ce que dit Philippe Béchade, lui au Olaf Scholz, en fait, ça ne change pas grand-chose. En France, je ne vois rien de. Enfin, en France, c'est pour moi une cata. On est en train de s'applaudir. On est en train de s'applaudir du fait que notre président ait fait changer Donald Trump. Je ne sais même pas d'où nos commentateurs politiques peuvent sortir ça, parce qu'en fait, Emmanuel Macron s'est aligné à 100% avec ce que demandait Donald Trump. En fait, il n'a pas eu le choix. Quand il est arrivé, il a appris que le contrat des terres rares entre la Ukraine et les États-Unis devait être signé ce vendredi. Donc, il a appris ça. Son intervention était trop tard. Et du coup, il a juste pu choisir l'emballage cadeau en disant j'ai fait changer Trump alors qu'il n'a rien changé du tout. On voit qu'en France, on ne pense qu'à augmenter les impôts. Il y a l'impôt sur les morts. Ça y est, on est en train de vous détrousser. Même l'État s'est changé en détrousseur de cadavres. Il y a l'impôt des 2% sur les plus riches qui arrive. Enfin, on voit vraiment pas. Moi, j'arrive pas à voir en fait l'ombre d'un espoir sur l'Europe ou sur la France. Je ne vois pas l'ombre d'un espoir. Pour moi, l'avenir est quand même très 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 noir pour notre continent, non? Les États-Unis sont quand même passés pas loin du mur, parce que le logiciel de l'État américain, dont tout le monde a compris que c'était Obama qui effectuait un 3e mandat, tandis que Biden avait du mal à trouver le chemin de la sortie ou même savoir quel est le micro qui fonctionnait quand il prenait la parole. Ils sont passés à deux doigts de la cata parce que cette année, les États-Unis vont devoir rembourser pratiquement 1/5 de la totalité de leur dette. Pourquoi ? Parce qu'en 2020 et 2021, avec le all-in monétaire qu'on a fait
pour le Covid. Rappelez-vous que c'est Anthony Fauci qui a recommandé à Biden donc de mettre l'économie américaine à l'arrêt, avant de reconnaître 3 ans plus tard que les confinements ne servaient à rien, pas plus que les masques. Hein. Donc, faut voir les personnages qui ont dirigé les États-Unis au cours des 4 dernières années. Eh bien là, les États-Unis arrivent avec des emprunts à 3, 4, 5 ans qui sont à échéance, et c'est ces fameux 2000 milliards de dollars qu'il va falloir rembourser. Donc là, il était temps que les États-Unis se remettent au travail, trouvent des sources de richesse. Là, Trump vient de proposer de proposer la nationalité américaine à quiconque peut mettre un chèque de 5 millions de dollars sur la table. Imaginez que 10 000 riches, franchement, ils sont beaucoup plus nombreux que cela dans le monde, et 5 millions, et pour certains qui sont milliardaires, ça ne représentera donc même pas 5% de leur fortune pour devenir américain. Il est possible que cette proposition rapporte entre 15, 20, 25 milliards aux États-Unis dès 2025. Les mesures d'économie qui vont être faites. Juste, pardon Philippe, pour être sûr de comprendre, parce que je n'avais pas entendu cette info, j'avais entendu qu'il se passait quelque chose, mais je n'avais pas ce chiffre-là. C'est 5 millions, on donne la nationalité américaine à toute personne qui a 5 millions à investir aux États-Unis, ou il faut payer 5 millions? Non, c'est le ticket d'entrée. Alors, je ne sais pas si c'est considéré est-ce que ces 5 millions te donnent droit au rendement du monétaire aux États-Unis, c'est-à-dire quelque chose autour de 3,5%? Non, c'est vraiment le ticket d'entrée. C'est comme quand tu veux obtenir la nationalité bahaméenne ou Saint Kitts et Nevis. C'est beaucoup moins cher. Mais bon, le passeport de Saint Kitts et Nevis, évidemment, il est moins puissant que le passeport américain. Donc là, oui, c'est vraiment de l'argent, c'est le ticket d'entrée. Hein. C'est pas, il faut investir 5 millions de dollars aux États-Unis. Il faut faut signer un chèque de 5 millions de dollars. Mais j'imagine qu'il y a beaucoup de millionnaires, de milliardaires qui vont certainement étudier la question. Donc, les États-Unis, après ça, avec l'audit déclenché par Elon Musk et sa task force de jeunes petits prodiges qui traquent l'argent gaspillé ou surtout l'argent de la corruption, c'est-à-dire le système tel qu'il avait été mis en place sous Obama et ça a accéléré sous Biden, c'est-à-dire de donner de l'argent à ses obligés, et notamment à des fonctionnaires dont certains ne sont même pas capables d'expliquer aujourd'hui dans un audit qu'est-ce qu'ils font. Et le critère, c'est si vous n'êtes pas capable d'expliquer en quoi vous êtes utile ou même ce que vous avez fait depuis que vous avez été nommé, vous êtes viré. Hein, le fameux You're fired de Donald Trump. Donc là, on voit qu'il y a une chasse à la dépense inutile et surtout à ces salaires de complaisance offerts aux auxiliaires du système. Imaginez qu'on fasse ça en France, parce que c'est chez nous, hein, peut-être en Belgique aussi, qu'on a le plus haut degré de corruption, c'est-à-dire de gens qui occupent des postes qui n'ont aucune justification économique, ou des associations, et qui sont là uniquement parce qu'elles ont soutenu à un moment la mairie de Paris ou un député macroniste, etc., grâce à quoi il a pu être réélu. Enfin, la France, c'est ça aussi. C'est de l'argent qui est distribué non pas par dizaines de millions ni par centaines de millions, mais par milliards à des gens qui n'ont pas la moindre utilité économique. Et je dirais même, c'est pire, c'est que si encore ils se contentaient de toucher leur chèque et de ne pas emmerder les entrepreneurs et de ne pas emmerder le contribuable français, on pourrait se dire, bon, voilà, au lieu d'être au chômage, ils touchent quelque chose. Mais de toute façon, ils toucheraient quelque chose au chômage.
Donc, bon, allez, on leur donne un salaire et entre leur donner un salaire ou leur filer une indemnité, un RSA ou ce qu'on veut, pourquoi pas. Mais le pire, c'est qu'en fait, le système se nourrit de lui-même. C'est-à-dire que quand toutes les usines ferment, donc ça fait évidemment des gens qui partent, enfin qui se retrouvent au chômage, et ça fait aussi des offres d'emploi en moins, puisque si l'usine se développe, elle va embaucher. On est bien d'accord. Bon, si l'usine ou l'entreprise petit à petit délocalise les unes après les autres ses filiales, comme Michelin, qui va fermer Nantes et Cholet. Pourquoi ? Parce qu'on roule moins. Et figurez-vous qu'on roule moins parce que comme on a mis des ZFE, tous les gueux qui ont des véhicules thermiques, ils vont effectivement beaucoup moins rouler, puisqu'ils ne prendront plus leur voiture pour aller travailler, ils prendront un vélo, ils prendront les transports. À Paris, ça ne circule plus du tout dans le centre-ville. Je peux multiplier les exemples. Donc, on roule moins, donc on use moins les pneus. Et comme en plus de ça, on est forcé d'acheter des véhicules électriques et que tout le monde n'a pas un ticket de 32 ou 35 000 euros à mettre pour avoir un véhicule qui aura 3 fois moins d'autonomie qu'une voiture qui vaut moins de 20 000, comme on vend moins de voitures aussi, il y a moins de premières montes, donc évidemment, il y a moins de pneumatiques vendus. Enfin, je peux vous multiplier les exemples, tout est comme ça. Et donc, quand on fait fuir toute l'industrie, qu'est-ce qui peut rester ? Le service. Donc, ça voudrait dire qu'en France, il faudrait que d'un seul coup, on ait une génération d'ingénieurs créatifs qui trouvent, je ne sais pas quel genre justement de services à offrir à la planète entière. Or, on a vu les résultats de Capgemini qui étaient très mauvais, et c'est notre plus grosse entreprise de services en France. Bon, je ne parle pas de Sodexo parce qu'ils ont plus de salariés que Capgemini, mais Capgemini est la première société de services française et les résultats sont désastreux. Donc finalement, quand vous demandez aux jeunes ce qu'ils veulent faire, quand ils voient qu'il n'y a pas de débouché dans l'industrie, quand tu vois qu'il n'y a pas de vrai débouché dans les services, puisqu'on n'est pas performant, il reste après ça à passer les concours administratifs. Et alors là, par contre, là, il y a de l'offre d'emploi. Parce qu'il faut contrôler toutes les nouvelles normes adoptées en commission à Bruxelles. Il faut récolter les taxes. Et là, pour contrôler, pour taxer, pour aller faire les inspections dans les rares usines qui restent ouvertes pour voir si la largeur des portes est bien celle qui vient d'être revue, parce qu'on vient d'un seul coup de déterminer que la porte qui devait faire 2,05 m doit maintenant faire 2,20 m pour permettre de sortir éventuellement un petit engin, vous voyez, pour de levage. Là, j'ai entendu récemment. On a beaucoup d'emplois de contrôleurs et de ponctionnaires. J'ai entendu récemment un promoteur immobilier, même chose, qui a témoigné devant le Sénat, il me semble, et qui expliquait, en fait, on ne construit plus rien en France, d'une part parce qu'on n'a plus d'acheteurs, c'est terminé, tous les assureurs, tous les grands groupes, etc., sont partis parce que ce n'est pas rentable, donc on n'a plus d'acheteurs, mais en plus, on a des coûts qui augmentent de manière incroyable, et justement, il citait différentes normes, et il disait, voilà, telle année, enfin en 2022, on a eu telle norme, ça a été 6 à 10% de plus de coûts de construction. Et puis en 2023, la nouvelle norme était arrivée, on n'avait même pas encore fini de mettre en place la première, la nouvelle norme était arrivée, 6 à 10% en plus de coûts de construction. Et en fait, on a effectivement Et du coup, il dit, on ne vend plus puisque les coûts de construction sont devenus complètement délirants. Mais à cause des normes écologiques notamment. J'ai juste un chiffre là, qui vient de tomber. Les ventes de logements en France en 2024, c'est officiel, ont chuté de 30%. Après une année 2023 qu'on considérait déjà comme une année noire. Non, mais c'est délirant, c'est délirant. Alors, est-ce que un peu même question, Étienne, que pour Philippe. Moi, je vois les choses. Je suis très très négatif sur l'avenir de la France. Sur l'Allemagne, je me prononce pas parce que je connais pas encore assez bien le dossier. Il vient d'arriver, je le connais pas.
mais très, très négatif sur l'avenir de la France et très négatif sur l'avenir de l'Europe, parce que j'ai l'impression que en élisant les mêmes, de toute manière, on a toujours les mêmes résultats. Est-ce qu'on a de l'espoir? Est-ce qu'on a, ou est-ce qu'on est vraiment, vraiment en train de s'enfoncer petit à petit dans la dégringolade, entre guillemets? Bah, et clairement, la tendance, comme on l'a vu là ensemble ces dernières minutes, elle continue. Et ce qui se préfigure pour 2025-2026, c'est juste de faire plus, et voire un peu plus, parce qu'on se rend bien compte que ce qu'on a fait avant n'avait pas marché. Donc, comme ça ne marche pas, on essaie d'en faire plus. Oui, Les chiffres sur l'immobilier là, de Philippe sont criants et cruels, hein, pour le secteur. De toute façon, n'importe qui a de l'immobilier en France sait que c'est une catastrophe normative et qu'on est assommé. Il y a une estimation qui a été faite il y a quelques semaines, qui n'a pas fait grand bruit dans la presse, donc je me permets de la citer là, sur le coût des DPE annuels pour oui. l'ensemble des propriétaires. C'est estimé en France à 1,5 milliard par an. Donc on paye des gens pour faire des papiers, le mettre à jour. Là, je rappelle que l'an dernier, on a raccourci la durée de vie des DPE, hein, parce qu'on a trouvé que quand même, c'était pas bien de devoir les faire que quand il y a des transactions ou au bout de X années. On a mis des nouvelles normes, donc on a dit, allez, tous ceux qui étaient valables jusqu'en plus 2025 ou 2030, il faut les refaire avant 2024. Hop, on recommence, 1,5 milliard par an, qui est pris sur le tissu économique. Hein. Là, il n'y a que les propriétaires bailleurs qui payent ça, ou éventuellement ceux qui revendent leur résidence principale, mais bon, ça reste anecdotique. Voilà. Qui disparaissent. Pour des trucs qui servent à rien, c'est ça. C'est du papier, le DPE. Il ne fait pas plus chaud dans un appartement parce qu'on a changé la couleur sur une feuille A4. Hein. Ça, oui, et en plus, on sait qu'il y en a beaucoup qui sont faussés, on sait que les mesures ne sont pas exactes, et évidemment. on a l'expérience de l'Allemagne à grandeur réelle, puisqu'ils l'ont fait, et de l'Angleterre, où effectivement, on a rénové énormément les bâtiments, et ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé du tout. Non, C'est-à-dire bah, en qu'on plus, fait des trucs qui oui, servent à rien. la philosophie qu'on avait émise en France de sortir les passoires thermiques du parc locatif, c'était même pas pour économiser de l'énergie, c'était pour que les gens puissent se chauffer plus, initialement. On ne parlait pas d'économie d'énergie à ce moment-là. Donc, quand on dit aux gens, vous allez juste vous chauffer plus en payant moins cher votre électricité, bah, les gens, ils se chauffent plus. Donc, ça n'a même pas l'effet aujourd'hui qu'on met. Mais bon, voilà, l'ordre de grandeur, c'est ça, 1,5 milliard pour faire des jolis documents A4 avec une belle grille de couleurs. Après, sur qu'est-ce qu'on fait, bah, il n'y a pas de solution magique, hein, tant qu'on reste dans le même système, comme vous le disiez, les effets vont être les mêmes. On peut regarder ce que font les gros. Linde, le Air Liquide allemand, qui est parti de la cotation outre-Rhin, qui maintenant c'est coté aux US. Total Energy, qui a essayé de faire une sortie comme ça l'année dernière. Alors Bercy a dit, ben non, vous n'y pensez pas. Sauf que l'actionnariat de Total Energy, qui était de 15% d'étrangers, il est aujourd'hui à 50% d'étrangers. Donc, bah, il y a aussi un moment où Total Energy va dire à l'État français, vous êtes bien gentil, mais nous ne sommes plus une boîte française. C'est déjà plus vraiment une boîte qui fait ses bénéfices en France. C'est certainement pas une boîte qui fait son activité en France. Demain, ce sera même plus une boîte qui est possédée par des Français. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire à ce moment-là? Bah, ils vont partir. Non, Donc, pour les particuliers, tout le monde n'a pas forcément envie de quitter la France. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire ses bagages avec un baluchon sur le dos, mais au moins se protéger, parce que clairement, là, la situation, elle va aller plus et moins bien par rapport à ce qu'on a connu là, les 5-10 dernières années. Oui, moi, j'arrête pas de dire à ceux qui regardent mes vidéos de vraiment se préparer et de mettre beaucoup, le plus d'argent possible de côté, parce que ça va être très compliqué de garder son niveau de vie, et que on va avoir des impôts qui vont augmenter. J'en profite pour reparler un coup du guide qui a été fait sur comment faire face à la taxflation, hausse des impôts, nos solutions pour se protéger, des publications Agora, le lien est dans la description. Mais c'est gratuit, hein, vous pouvez le télécharger, c'est gratuit, donc n'hésitez pas à le télécharger, vous verrez les solutions que proposent les publications Agora. La vidéo n'est pas sponsorisée, hein, donc je ne fais pas ça pour du sponsoring ou pour de l'argent. Hein, la vidéo n'est pas sponsorisée. J'ai 2 invités des publications Agora, mais ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Et mais je pense qu'on est vrai. Enfin, j'arrête pas de le dire aux gens qui regardent. Il faut mettre de l'argent de côté, parce que on est vraiment dans une situation catastrophique. Et je vois de plus en plus de gens, qui s'en vont, qui quittent la France. Donc, Étienne, vous avez cité Total. Total va se faire coter aux États-Unis cette année. Là, ça a été entériné. Le président l'a clairement dit. Cette année, il sera coté à New York. En plus de Paris, hein, il ne quitte pas Paris pour New York, mais il va se faire coter à New York en plus de Paris. Et très rapidement derrière, à mon avis, enfin dans les 5 années qui suivent,
ils auront leur siège social aux États-Unis. Mais Donald Trump offre la nationalité américaine pour 5 millions d'euros. Vous avez une grosse boîte comme Total qui fait partie des 5 plus gros pétroliers au monde qui va se faire coter à New York et qui montre bien qu'il a envie de devenir américain. Il va falloir combien de temps pour que Donald Trump prenne le patron de Total entre quatre yeux et lui dise: écoute, bonhomme, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi pour que ton siège social vienne à New York? Je t'offre ce que tu veux. Ça va être très, très rapide. Ça va être très rapide. Et vous aviez Michelin qui disait au Sénat: mes investissements maintenant ne sont plus en France parce que je perds de l'argent en France, donc je ne peux pas mettre d'usine en France, je perds de l'argent en France. Ce n'est même plus en Europe parce que je ne peux plus exporter d'Europe. Donc pour les pneus en Europe, je veux bien les fabriquer en Europe, mais je ne peux plus exporter d'Europe, donc je ne peux pas avoir de surcapacité en Europe. Par contre, j'investis massivement aux États-Unis. Voilà ce qu'a dit le patron de Michelin. Je vais investir massivement aux États-Unis. Et il a aussi dit quand même aux sénateurs: 75% de mes actionnaires ne sont pas français. Il faut quand même que je leur explique pourquoi mon siège social reste en France. Donc, soyez sympa avec moi. Michelin, puisque tu l'évoques, j'avais parlé de la fermeture de l'usine de Cholet. Ils viennent également d'annoncer qu'ils vont fermer l'usine de Vannes 2 ans plus tôt que ce qu'ils avaient annoncé initialement, parce qu'effectivement, ils prévoient une poursuite de la baisse de la demande, tout simplement parce que les Français n'achètent pas de véhicules électriques. Et comme on leur interdit de circuler avec des véhicules thermiques, eh bien, du coup, les gens n'achètent plus de voitures du tout. C'est ça qui est absolument merveilleux. Bon, voilà, je referme juste la parenthèse, mais effectivement, pour des entreprises qui font plus que 50% ou 70% de leur chiffre d'affaires à l'étranger, quand ils vont se faire coter à l'étranger, nous, on suit un petit peu ça chez Agora, très, très vite, on s'aperçoit que les quantités de titres échangés, souvent sous forme d'ADR, c'est le nom d'une entreprise européenne qui se fait lister aux États-Unis, très, très vite, l'ADR représente un volume de transactions nettement supérieur à la cotation en France ou chez Euronext. Donc, très, très vite, la question se pose de se dire: mais puisque maintenant 85 ou 90% du volume sur ma boîte se fait sur des ADR à New York, pourquoi je vais continuer à payer des millions, parce que c'est ça que ça coûte pour être listé sur le SBF 120, pourquoi je continue à payer des millions pour être négociable en France? Faut voir jusqu'où ça va. Oui, non, mais et puis j'entends, bon, là, on parle des grandes entreprises. Bon, je parlais de la chimie, où un quart des chimistes sont partis ou sont en train de partir, d'après le patron de la chimie, c'est pas moi qui le dis. L'acier, bon, voilà, on a évoqué Arcelor qui a abandonné Dunkerque et qui part aux États-Unis. On a vraiment un nombre d'exemples faramineux, mais ça, c'est les grosses entreprises. Et ce qu'on ne voit pas, c'est les petits entrepreneurs, etc. qui sont les sous-traitants de tous ces grands groupes, quand les usines, si le constructeur automobile, qui est un assembleur, s'en va assembler aux États-Unis, il y a toute une cascade de milliers de sous-traitants qui se retrouvent à devoir mettre la clé sous la porte. Les 68 000 faillite de 2024, qui est un record absolu, faut quand même en être conscient, pour un pays qui se réindustrialise, les 68 000, c'est quand même beaucoup de sous-traitants de grands groupes qui ont arrêté leur activité. Alors, quand tu parlais des chimistes, faut savoir qu'en ce qui concerne la production d'engrais, puisque l'engrais est produit à base de gaz, l'engrais azoté est un dérivé de gaz, l'arrêt de la production en Europe, il est de 100%, ce n'est pas 20% ni 25%, c'est 100%. Il n'y a plus du tout d'engrais en Europe. Donc, on dépend à nouveau des États-Unis, du Canada. Quand l'Ukraine va redémarrer, j'imagine que l'Ukraine redeviendra aussi un des grands producteurs d'engrais de la planète. Et ce qui est merveilleux, c'est que les terres rares ukrainiennes, probablement les futurs engrais ukrainiens, partiront aux États-Unis et ensuite, nous, on les rachètera aux Américains parce que nous aussi, on a besoin de terres rares. C'est ça qui est merveilleux. C'est que là,
les États-Unis mettent la main sur les terres rares ukrainiennes, mais comme nous, on en a besoin aussi, parce qu'on a quand même encore quelques industries de pointe, il va falloir qu'on les achète soit à la Chine, soit aux États-Unis. Et tu parlais de la fermeture ou de la non-ouverture d'une nouvelle unité de production à Dunkerque. Bon, c'est essentiellement des aciers plats pour l'automobile. Eh bien, Donald Trump vient de dealer avec Poutine pour se faire livrer de l'aluminium. Donc, c'est la carrosserie des voitures ou les blocs moteurs, etc. Et donc, si nous, on manque d'aluminium, on ira aussi en acheter aux Américains qui viennent de se le faire livrer par les Russes. Elle est belle, non? Non, mais c'est délirant. Et donc, alors, on n'a plus que 5 minutes, donc on va finir en une phrase, mais moi, j'ai l'impression que tout ça va finir encore par des impôts, par des augmentations d'impôts qui vont de plus en plus écraser la classe moyenne parce que, en fait, voilà, les riches vont être de moins en moins présents pour payer parce que soit ils vont trouver des astuces juridiques pour ne pas avoir à payer, soit ils vont partir. Ça va se concentrer par de plus en plus d'impôts sur la classe moyenne, les grands emprunts, les moyens, enfin voilà. Et je ne vois dans notre avenir qu'une baisse du niveau de vie de la classe moyenne et une augmentation de leurs impôts. Est-ce qu'en une phrase, on est d'accord là-dessus ou c'est plus compliqué que ça? Étienne, qu'est-ce que vous en... Oui, alors si on prend impôt au sens large, clairement oui, parce que de toute façon, ce qui n'est pas de la perception directe de droits et de taxes sera de l'inflation. Et l'inflation, c'est l'impôt ultime, hein, tout le monde le paye, la classe moyenne aussi, les classes inférieures, enfin tout le monde le paye, et à des ordres de grandeur qui sont délirants par rapport à ce qu'on arrive à faire avec les percepteurs du fisc. La période d'inflation là qu'on a eue 2022-2024, ça a été le seul moment où le taux d'endettement de la France a réussi à baisser de plusieurs points de pourcentage en quelques années. C'est une baisse historique, on ne l'a pas trop dit, mais cette période d'inflation était une baisse historique de l'endettement français sur les 50 dernières années. Ça a tellement bien marché que ça remarchera dans les prochaines années. Donc oui, c'est un impôt, c'est une forme d'impôt, parce que quand on n'a plus d'argent pour acheter des choses, c'est un impôt. Ouais. Philippe, est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'on s'oriente de nouveau vers plus d'impôts et moins de pouvoir d'achat? On ne s'oriente pas, on est dans un trend qui est déjà vertigineux. Espérons qu'il ne va pas devenir carrément parabolique, parce que généralement, quand on voit apparaître ce qu'on appelle un phénomène parabolique, c'est que là, on n'est pas loin de l'éclatement. Hein. C'est généralement comme ça que ça se termine. Quand un marché financier devient parabolique à la hausse ou parabolique à la baisse, hyperbolique à la baisse, pardon, c'est qu'on n'est pas loin du game over. Alors, en ce qui concerne les émissions de dette, grand emprunt de 800 milliards, la reconstruction de l'Ukraine, parce que Trump nous l'a dit, hein, le fait de ne pas avoir fait respecter les accords de Minsk, notamment de la part de la France et de l'Allemagne, ça va avoir des conséquences. Cette guerre n'aurait pas dû avoir lieu. Elle a eu lieu, il y a eu de la casse. Ce sont ceux qui n'ont pas su empêcher la guerre qui vont être responsables. Alors, c'est facile de dire ça parce qu'il ne faut pas oublier que quand même le deep state américain et l'administration Biden a poussé aussi pour qu'ait lieu cette guerre, puisque c'est eux-mêmes qui avaient orchestré le coup d'État du Maïdan. Donc, ils savaient qu'ils allaient probablement arriver à provoquer suffisamment la Russie pour qu'un jour il y ait une guerre. C'était le but de l'opération. Mais là, ce qu'on comprend, c'est que c'est nous qui allons devoir payer les pots cassés. Et donc, il va falloir aussi là qu'on paye avec de l'argent qu'on n'a pas. Donc, chaque fois qu'on crée une nouvelle dette, on imprime de l'argent. C'est aussi simple que ça. Quand vous imprimez de l'argent à partir de rien, si vous imprimez, et là, quand on voit aujourd'hui ce que va coûter la reconstruction de l'Ukraine, plus la sécurisation, parce qu'il va falloir envoyer des troupes là-bas, et tout ça, l'entretien de ce dispositif de sécurité, tout ça, ça va être à la charge des contribuables européens. Donc, on va créer cet argent. Ça va être 3, 4, 5% de la masse monétaire existante. Ça va dévaluer d'autant l'euro. C'est aussi simple que ça. Donc, ce qu'on essaie de dire, c'est que détenir de l'euro qui va perdre de la valeur, il faut peut-être songer à l'arbitrer contre autre chose. Et en ce qui concerne notre guide, il y a cette fameuse invite de Klaus Schwab, vous ne posséderez rien
et vous serez heureux, il y a quelque part une certaine logique à essayer de ne rien posséder tout en le possédant pour rester heureux. Voilà, ça fait partie aussi des petites astuces que vous trouvez dans ce guide. Mais bon, voilà, on est face au mur et peut-être que, comme les Américains, au dernier moment, avant de se le prendre, d'un seul coup, nos propres responsables européens feront peut-être demi-tour in extremis. On peut rêver, c'est beau d'être encore optimiste, mais j'ai versé dans le pessimisme, là c'est fini. Mais je le prends avec le sourire, donc ça va. En tout cas, bon écoutez, j'espère qu'on a pu vous éclairer un peu sur ce qui est en train de se passer. Il est certain, en tout cas, Philippe Béchade, Étienne Henry et moi, on est d'accord là-dessus. Et puis on n'est pas les seuls, que les impôts vont augmenter, qu'il faut vraiment que tout le monde se prépare à ça, à une augmentation forte des impôts, à une baisse du pouvoir d'achat, que c'est vraiment vers ça qu'on s'oriente en France. Je vous rappelle, pour ceux qui vraiment, allez télécharger, c'est gratuit. Donc au pire, vous aurez un document gratuit qui vous aura appris des choses sur la façon d'échapper le plus possible à ce qui se prépare en taxation. Donc, le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller le télécharger. Merci à Philippe et à Étienne d'avoir participé à cette vidéo. Merci à vous tous d'avoir regardé. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et puis, à très bientôt.